Voilà, j'ai l'honneur de démarrer. Merci les gars. Donc merci pour l'invitation. Donc moi j'ai choisi, plutôt on a discuté donc avec Charlie sur quel projet raconter, puisque donc avec l'agence on a fait quelques projets participatifs et au regard un peu de la demande, on a choisi de parler d'un projet qui s'appelle Émile, qui est un projet un peu vieux puisqu'il date d'il y a 10 ans, donc c'est déjà. Mais c'est intéressant, je pense, parce qu'il faut le resituer avant l'initiative métropolitaine nantaise. En l'occurrence, c'est un projet qui est construit donc, dans la métropole, dans un quartier dense qui est le quartier de Madeleine-Champ-de-Mars. Et donc l'histoire que je vais vous raconter est peut-être plus attachée sur sa dimension, je dirais, participative au sens de sa participation à la construction d'un quartier ou à la reconstruction d'un quartier, en lien avec une maîtrise, plutôt une maîtrise urbaine, et en l'occurrence un aménageur, et sur un petit immeuble mixte qui va finir donc par faire cohabiter finalement 3 familles, des gens qui travaillent dans un bureau et le service des espaces verts. Et c'est plutôt là-dessus que je vais insister finalement sur le côté un peu inédit de cette histoire dans sa construction. Et finalement la forme que ça prend, comme l'a proposé Charlie. Alors attends, il faut que je fasse comment ? Je fais ça là ? Oui, donc voilà, donc c'est pour ça que peut-être dans cette histoire et cette projection que je vous propose, moi je raconte effectivement les personnes, les habitants, mais il y a aussi tous les gens qui sont autour, parce que je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte où en fait, nous c'était notre deuxième projet d'habitat participatif, on a fait nos armes de façon un peu tout seul, enfin bien sûr il se passait beaucoup de choses autour, mais néanmoins chaque histoire est particulière. Et donc, effectivement, dans cette histoire-là, il y a le banquier, il y a l'ingénieur, il y a beaucoup de gens en fait qui contribuent finalement à cette construction un peu atypique, qui finalement est l'histoire de tout projet d'architecture, mais vous allez le voir, qui finalement là prend un sens particulier. Donc, remettre ça dans le contexte très particulier du quartier Madeleine-Champ-de-Mars, c'est quoi ? C'est un quartier historique. On est sur une ZAC, un travail long de renouvellement urbain. Et puis, avec cette attention un peu spécifique à la mise en place de projets dits innovants. Et dans un quartier aussi qui, de par sa structure, propose beaucoup de contraintes et qui, finalement, a créé des opportunités de projets assez inédits, puisque, de fait, les lieux qui étaient proposés à certains projets ne pouvaient pas convenir à la promotion, je dirais, classique. Et donc là, ça ramène plutôt à cette question de comment on fabrique du logement dans des espaces qui sont un peu plus contraints et qui sont moins sur la spéculation que sur la construction sur mesure. Et donc là, on est sur un projet qui est à la fois petit, mais qui s'inscrit précisément dans ce tissu. Donc une parcelle, une dent creuse qui reste depuis un petit moment, qui est issue d'une histoire juste à côté, d'un ensemble qui s'est délocalisé, Ouest Papier Peint, les papiers peints du quartier Madeleine-Champ-de-Mars qui déménage. Et puis une parcelle qui reste en vrac avec l'idée qu'on va faire quelque chose pendant très longtemps, puis les voitures s'installent et puis les voitures restent. Et puis l'urbaniste commence à se dire quand même que on est en situation au cœur du quartier Madeleine-Champ-de-Mars, que ce serait opportun d'imaginer qu'il puisse se construire quelque chose d'assez aimable. Et parallèlement, on aménage le centre-ville et on vire le service des espaces verts, excusez-moi l'expression, qui bouge, qui était localisé en fait le long de la voie ferrée. Tout ça pour dire que chaque histoire relève d'une autre histoire. Donc ces gens-là recherchent en fait un nouveau site pour s'installer. Le service des espaces verts, c'est un petit programme de 200 mètres carrés, des vestiaires, de quoi mettre quelques tondeuses, un peu de matériel. Et par un jeu en fait d'échange, on leur propose finalement cette parcelle. Mais l'urbaniste dit qu'en fait cette parcelle, il va peut-être falloir en faire autre chose qu'un simple atelier et qu'il va falloir réfléchir à peut-être densifier et proposer un projet qui se complète. Parallèlement, nous on a fait une première expérience dans ce quartier toujours qui s'appelle les Riseries. Donc ça c'est un premier projet, autopromotion, un site contraint, des bâtiments existants. Les riseries, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on stockait, on conditionnait le riz, un lieu magnifique, abandonné depuis 30 ans, qui avait fait l'objet en fait, de différents projets, mais qui, de par sa contrainte et sa structure, finalement, n'avait jamais abouti. Et donc, ce projet a été saisi par à peu près 7 personnes qui souhaitaient habiter là et quelqu'un qui souhaitait faire des bureaux. Et donc, on a réhabilité 1000 mètres carrés de ces anciennes riseries pour créer les conditions d'un ensemble à vivre partagé
avec tout un projet de réhabilitation assez précis, puisque les structures étaient magnifiques. On était sur des bâtiments abandonnés, certes, mais qui, par leur ancien usage, étaient très jolis, très qualitatifs, très costauds. Et donc, on a réhabilité cet ensemble pour construire un petit ensemble de 1000 m², donc 7-8 logements et des locaux professionnels. Tout ça pour vous dire que cette histoire-là, en fait, ça avait fait un précédent et que dans le quartier, par rapport au projet sur lequel je reviens, qui est là, on est à la croisée des projets, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire le service des espaces verts qui va s'installer, un projet d'autopromotion qui s'est fait à côté, le souhait de l'urbaniste de voir se monter un projet un peu qualitatif par rapport à cette rue principale de quartier, et à la croisée finalement de toutes ces opportunités, ou plutôt, je ne sais pas comment on peut dire, de cette belle opportunité, ce profil, donc ce programme, sur lequel en fait on finalise une petite programmation qui propose d'une part donc les locaux du service espace vert que vous apercevez en vert, 3 logements qui sont sur les 3 logements en duplex sur la partie haute, et sur le premier étage finalement un ensemble qui va être proposé en bureau. Voilà, donc un petit programme mixte qui se fait à la croisée finalement de toutes ces situations de projet et qui nous permet en fait de proposer un ensemble à vivre. Je vais pas, peut-être que là il ne s'agit pas de parler de montage, enfin non, pas forcément. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que sur un projet comme celui-ci et moi, je trouve qu'on est là sur un partenariat public-privé très vertueux, puisqu'en fait, Nantes Métropole Aménagement, qui est l'aménageur, qui est propriétaire du terrain, va beaucoup aider en fait dans la construction de ce projet, puisqu'il va faire l'avance du terrain en termes de financement de projet. Et donc, en contrepartie, la SCI, c'est-à-dire les 3 personnes qui vont habiter et ceux qui vont travailler là, qui se constituent en maîtrise d'ouvrage, vont construire le service des espaces verts, les locaux du SEV, en contrepartie finalement de cette avance en nature, excusez-moi, dans un jeu de transparence en fait financière, parce qu'on arrivera in fine quand même à construire sur quelque chose de relativement, je dirais, économique. Alors de fait, ce qu'il faut imaginer, que ça c'est beau, hein, c'est une espèce de formule magique, mais derrière ça nécessite beaucoup de gens en appui, un avocat qui a travaillé très longtemps, le géomètre, le notaire, puisque tout ça, ça réclamait finalement un cadre à construire qui était assez complexe. Et je pense qu'aujourd'hui, l'habitat participatif, tu t'en as parlé Charlie, maintenant on connaît des formules, on sait des maîtrises d'ouvrage, on sait des AMO, on connaît des modèles. Là, on est sur de l'autopromotion, on fait nos armes, entre guillemets. On est épaulé grandement finalement par l'aménageur, mais néanmoins, il a fallu beaucoup inventer sur la manière de construire et d'assurer finalement le projet in fine, puisque vous savez que les banquiers n'aiment pas beaucoup prêter de l'argent à plusieurs personnes sans être sûr qu'il n'y en ait pas un qui casse sa pipe et qui mette le projet en l'air, quoi, globalement. Donc ça réclame en fait beaucoup d'assurance, entre guillemets, sur les investissements des uns et des autres. Voilà, donc du projet à la réalisation, un temps long d'études. Oui, pour vous dire simplement que ça démarre en 99, c'est l'acquisition du foncier. La FESA, c'est en 2009 et en fait, on va livrer le projet en 2013. Donc, un temps long qui, je pense, est beaucoup lié finalement à cette petite complexité de montage aussi qui s'est faite. Et puis, on va parler un peu d'architecture, hein, puisque, en fait, je crois que... Enfin, tu évoquais le sujet. Donc là, on est peu dans une conception partagée, je vous l'avoue, parce qu'en fait, il y avait déjà beaucoup de choses à gérer, en fait, c'était assez contraint. On était dans un lieu très contraint. On avait un programme qui était celui des espaces verts. On avait 3 logements à créer. Donc, on a été finalement très simple dans la proposition. On s'est mis d'accord, bien sûr, avec les habitants. Et je dirais que la proposition qui a été faite, c'était de trouver, donc, vous le savez, une forme d'équité, c'est-à-dire qu'on habite les mêmes espaces. Et donc, les 3 logements vont se construire sur 2 niveaux en duplex, avec la particularité qu'on leur propose des grands jardins d'hiver, qui font 17 à 22 m², qui sont des prolongements extérieurs qui ont été proposés pour chacun des logements. Et on est sur quelque chose finalement qui va proposer une façade très ouverte, donc de par un système constructif sur la rue, très fermé sur l'arrière, et puis cette superposition qui va se décliner finalement structurellement avec des planchers béton, des planchers mixtes et des planchers bois très légers en fonction des usages.
Je ne sais pas au niveau du temps où j'en suis. Ça va? Je vais un peu vite, hein. Vous reposerez des questions. Donc le projet, donc c'est un choix constructif. Ça paraît pas grand-chose, c'est pareil, parce qu'aujourd'hui le bois, tout le monde veut construire en bois, on construit en bois. Pour vous donner un petit exemple sur un projet comme celui-ci, à un moment donné dans le montage, c'est vrai on s'est posé la question d'aller chercher en fait un promoteur pour nous aider dans la construction du projet, pour amener en fait l'assurance, la garantie du prix d'achèvement de la construction. Et c'est vrai que ce promoteur, que je ne citerai pas, qu'on a vu, on a négocié avec lui en lui disant, écoute, il faut que tu nous amènes ton assurance de promoteur. Mais le projet, il est fait, tout le monde va habiter là, il n'y a pas de problème, etc. Tu prends combien? Je ne vous dirai pas le montant, sur le pourcentage. Et donc, on lui présente le projet. Il fait, bon, bah écoute, c'est super, moi, pourquoi pas, ça peut coûter tant, l'assurance. Par contre, on ne construit pas en bois. Hein. On est d'accord, mais tout en part pas. Voilà, donc tout ça pour dire que finalement, même ces petites avancées, en fait, on les remet en place et que les habitants souhaitaient que ce soit en bois parce que c'était aussi une volonté par rapport au contexte. On est face à une école, il y a des entrées-sorties de gens en permanence. Il ne s'agit pas de bloquer la rue et donc il faut trouver un système de construction léger. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter le projet d'architecture au sens de la conception, mais vous savez que tout ça, c'est très lié au contexte et ça s'imbrique très précisément dans un lieu habité. Voilà, donc le bois, ça permet aussi de décloisonner. Comme je vous l'ai dit, la structure globale du projet, elle permet de créer des continuités d'espace, des grandes ouvertures, profiter du jardin d'hiver, être sur des systèmes constructifs simples, y compris pour la partie du sève. Et on arrive donc sur un projet qui prend un peu cette forme. On parle d'architecture bioclimatique. Enfin, nous, on a juste mis une façade très ouverte qui prend beaucoup la chaleur. Qui est en fait dans laquelle on peut faire un grand courant d'air qui ventile en permanence, si l'été quand on a trop chaud. Et on a des espaces finalement qui vivent toute l'année, puisqu'on a le bénéfice dans notre région de pouvoir profiter de ces espaces tempérés tout le temps. On parle aussi beaucoup, les jardins d'hiver, vous connaissez tous ce modèle-là. C'est vrai qu'il faut... les jardins d'hiver, par exemple, c'est toute une question. Comment on valorise un jardin d'hiver? Est-ce que c'est un espace habité ou est-ce que c'est pas un espace habité? Est-ce que c'est un balcon? C'est pas un balcon? Combien on le paye, ce truc-là? Quand on est effectivement, là encore, sur une promotion classique, c'est toujours un problème parce qu'on ne sait pas comment le valoriser, on ne sait pas comment ça va venir impacter le loyer, on ne sait pas comment on peut gérer ces choses-là. Et finalement... ça paraît tout simple, mais les projets aussi où les gens prennent tout d'un coup la main, en fait, décident d'assumer ces choses-là, c'est une façon de pouvoir discuter clairement de ce plaisir de pouvoir avoir ces espaces de débordement sans que ce soit un problème de financement. Voilà, donc cultivons notre voisinage. Je pense qu'il y aura plein d'exemples de projets d'habitat participatif où la question du voisinage peut être très présente. Ici, j'aime bien cette petite image parce que c'est juste le personnel du service des espaces verts qui fait un barbecue avec les voisins. C'était pas gagné au départ. Moi, ce que j'apprécie effectivement dans ce projet, c'est alors l'aspect où les trois familles qui vivent dans ces logements se passent la salière, vivent au quotidien très bien ensemble. Ensuite, ils vivent très bien avec les gens qui travaillent là et ils vivent très bien aussi avec finalement le service des espaces verts qui au départ trouvait que c'était assez contraignant de vivre en centre-ville sous des gens, prendre le même escalier que les autres avec ses bottes sales pour aller se laver dans son vestiaire. Et tout ça, finalement, ça crée malgré tout un quotidien aujourd'hui qui est complètement, je dirais, simple, banal. Nous, on parle beaucoup quand on parle de ces projets, donc on a fait un petit travail publication qu'on appelle Appart. Et en fait, dans les projets d'habitat participatif, nous, à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, on réhabilite simplement le collectif au sens le premier du terme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est de vivre dans un immeuble en ville ensemble, qui est déjà une vaste question quand on voit les problématiques aujourd'hui que ça pose, ou en tout cas, ce qui semblerait être tout le temps des problématiques, c'est-à-dire qui entretient, pourquoi ça fait du bruit, pourquoi l'autre ne met pas ses poubelles, etc. Et pourquoi réhabiliter simplement le collectif, simplement dans le sens du vivre ensemble, ça semble parfois incroyable, mais finalement, sur peu de choses, on peut créer les conditions de se vivre ensemble. Et je pense que l'histoire de construire,
le projet, enfin plutôt de démarrer l'histoire ensemble. Ça crée vraiment cette possibilité d'aller vers les autres. Et on n'habite plus les uns au-dessus des autres, mais en fait, on se dit bonjour, quoi, on se croise. Donc un projet comme celui-ci, c'est vrai qu'on n'a pas d'espace partagé, contrairement à beaucoup d'opérations ou d'autres opérations qu'on a faites, où on a fait la buanderie, on a fait le grenier commun, on a fait l'appartement partagé, on a fait le jardin partagé, on a fait les coursives, on a fait beaucoup de choses en fait sur des espaces partagés. Celui-ci, finalement, il n'a pas, donc il est juste mixte. Tu parlais de mixité, donc effectivement, il y a des gens qui sont là dans la journée, il y a des gens qui sont là le soir, il y a des gens qui sont là tôt le matin, il y en a qui ne sont pas là le week-end. Voilà, donc ça tourne, ça vit. On y travaille, on y habite. C'est le premier élément. Et puis ensuite, effectivement, on décloisonne, on crée les conditions en fait, de surface complémentaires, ces espaces plus, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre, mais pour lesquels ici, ça nous semblait tout à fait opportun, avec cette possibilité d'étendre ce logement. Alors, si vous passez devant cet immeuble aujourd'hui, c'est très rigolo parce que cette façade, elle est très ouverte. Et puis, il y a des gens qui vivent et qui foutent le bordel dans leur espace. Il y en a d'autres où c'est très propre. Il y en a qui ont des rideaux. Il y en a qui... Voilà, il y a toute une vie qui participe, à mon sens, au quartier. Donc voilà, c'était la dernière image pour montrer que ce qui nous paraît aussi intéressant, et je reviens un peu sur l'histoire de départ, c'est que je pense que ce projet, il fait sens dans ce qu'il a construit, dans la manière dont il s'est construit, et il me semble aujourd'hui de la manière dont il s'inscrit en fait dans le tissu, puisque de par sa transparence, son ouverture, je dirais qu'il n'y a pas de limite. En fait, cette vie, en tout cas les gens qui l'habitent, ils vivent très bien, le montrent et le démontrent. Et il n'y a pas de limite entre finalement ce qui serait l'espace public et ce qui serait l'espace privé. Et il n'y a pas de limite entre les usages non plus.